Donc merci beaucoup, pour, cette invitation et merci également de m'avoir donné la possibilité de, faire cette intervention, heu, en français, sur, les mutations des diocèses, italiens au 19e et 20e siècle, observées, par, un biais un petit peu, inhabituel, celui, de la production cartographique, mais qui fait partie, des chantiers que, nous avons, à Clermont. Heu, alors, l'Italie, elle est, connue, pour, la concentration exceptionnelle à l'échelle, du monde catholique, de ses diocèses. Depuis 2 siècles pourtant, des réductions s'opèrent par fusion ou par redécoupage. Il y a un tiers des diocèses, qui, ont été ainsi, supprimés. Mais le processus est, lent, à part lors de, 2 moments de suppression, très nombreuses en 1818, comme on peut l'apercevoir sur le graphique, et ensuite en 1986. Et c'est cette particularité qui, dans le cadre d'un ouvrage collectif sur l'émergence des nouveaux territoires diocésains, co-dirigé avec Stéphane Gomis et centré pour l'essentiel sur la France, m'avait conduit à explorer à titre de comparaison le cas italien à l'époque contemporaine. Et c'est cette contribution qui m'a valu d'être repéré et sollicité par les organisateurs de ce colloque. J'avais tenté pour, cet ouvrage un bilan très général autour de l'idée que l'argument de rationalisation souvent utilisé pour, plaider pour une, réorganisation était un instrument rhétorique qui masquait souvent des logiques évolutives des acteurs, qui, en privilégiant ce prisme, peinaient à identifier ou à permettre d'identifier la nature évolutive des résistances. Alors, pour ne pas me contenter de recycler simplement mon article aujourd'hui, j'avais envisagé initialement de reprendre aujourd'hui le dossier en m'appuyant sur un jeu de cartes généré pour l'occasion via les ressources de la géomatique, pour partir d'une approche spatiale des recompositions des 19e et 20e siècles, mais le temps nécessaire avec nos services de géomatique de l'université de Clermont a été finalement un peu trop court pour me permettre d'aboutir à cette production de cartes. En fait, je n'ai eu l'ensemble qu'il y a 2 jours, je vous le montrerai à la fin, et j'ai un petit peu réorienté par conséquent la présentation en donnant plus d'ampleur à mon interrogation sur le cheminement cartographique dans lequel pouvait s'inscrire, dans une continuité finalement, cette production de cartes que l'on peut faire aujourd'hui et que je voulais faire initialement. Alors l'observation cartographique que je vais vous proposer, elle s'étale ainsi sur 2 siècles de production d'atlas que j'ai pu repérer. J'ai pu, sans doute, en rater, mais j'ai essayé de repérer ce que j'ai pu, avec l'idée que les atlas gagnent à être étudiés pour eux-mêmes, c'est-à-dire en n'en faisant pas juste des traces, des, états des lieux, d'une situation à un moment donné. Je me suis demandé ce que recouvrait à des époques différentes le fait de vouloir fixer sur le papier ou sur l'écran une territorialité ecclésiastique qui, de fait, est émouvante. Les choix graphiques ne sont jamais anodins et peuvent révéler des finalités sous-jacentes. La matérialisation, la visualisation dans l'espace peut ainsi relever de la création d'un outil de recherche et d'étude, mais aussi d'appropriation, de gestion, de prospective, de prévision ou de décision. Depuis le début du 19e siècle, j'ai repéré 4 grandes phases de production cartographique que j'ai indiquées sur le graphique avec des lettres, et je me propose d'étudier ces 4 phases les unes après les autres pour en comprendre les logiques. La première phase correspond aux années 1850. C'est
pour la période contemporaine, le premier grand moment cartographique que j'ai pu déceler et qui prend place à l'issue de la grande phase de recomposition du début du 19e siècle. Vous avez ici en haut les cartes que j'ai extraites de ce travail finalisé seulement il y a 2 jours et qui vous permettent, euh, sans la légende, de repérer au moins les diocèses qui sont concernés par des mutations décennie après décennie en parallèle du graphique. Donc, c'était une phase de mutation qui a surtout été active, je le disais, en 1818, à la sortie de l'occupation napoléonienne, avec un nombre important de suppressions, quelques créations, surtout en Italie méridionale, c'est-à-dire là où les diocèses étaient historiquement les plus nombreux. Et il y avait eu aussi la restauration en Piémont des diocèses anciens supprimés lors du rattachement à la France, puisque avait été appliqué le principe d'adéquation entre diocèses et départements qui a été choisi pour la France à la Révolution, puis lors du Concordat de 1801. Plus tard, des ajustements avaient conduit à faire légèrement remonter le total de diocèses. On le voit également sur le graphique, avant une stabilisation au milieu du siècle autour des 325. C'est là un seuil qui reste à peu près stable ensuite. Et c'est donc au moment de cette stabilisation que se situe la première vague d'atlas généraux qui paraît refléter un besoin d'établir un état des lieux de la nouvelle configuration à l'heure où une stabilisation de la carte pouvait être attendue et où la première phase d'unification ne pouvait pas être prédite. 2 atlas, un napolitain et un romain, paraissent entre 1858 et 1860. Il est possible que le maître d'œuvre, au moins initial, ait été le même, c'est le topographe et cartographe Benedetto Barzolla, qui est décédé juste avant ses publications en 1858 et qui dirigeait le Stabilimento Geografico du royaume des deux Siciles. En effet, on connaît une esquisse signée de lui alors qu'il travaillait pour le royaume des deux Siciles, esquisse d'une des cartes de l'Atlas romain. Le Stabilimento Geografico, actif par ailleurs pour l'établissement d'un cadastre dans le royaume, offrait peut-être une compétence technique singulière qui a pu être mise à profit par le coordinateur de l'Atlas romain, Girolamo Petri, qui était avocat à la Curie et donc qui n'était pas un technicien, mais qui pouvait fournir les sources. L'Atlas des circonscriptions ecclésiastiques du royaume des deux Siciles, il est composé de 10 feuilles sur 12 envisagées, inscrites dans une série d'atlas qui faisaient l'inventaire géographique de l'État. Il articule explicitement cartes politico-administratives, j'ai mis cela en vert dans la légende, et cartes ecclésiastiques, ce qui révèle aussi l'implication de l'État comme commanditaire. Les symboles incorporés, ils intègrent en effet tous les échelons administratifs des localités, du chef-lieu d'intendance au village, et ils sont combinables avec les symboles sur le statut épiscopal. Et d'autre part, les limites d'État ou a fortiori de province au sein du royaume sont matérialisées. En revanche, du côté des circonscriptions religieuses, seuls les archidiocèses et diocèses sont pris en compte, sans qu'ils ne prennent le pas de façon trop appuyée sur les circonscriptions civiles sur la carte, puisque vous voyez qu'il n'y a pas d'aplat de couleur pour les localiser, juste un liseré tracé à l'aquarelle en ajout après l'impression. Les traces de fusion relativement récentes apparaissent néanmoins via un figuré qui mentionne les co-cathédrales ou via l'usage de doubles noms de diocèses. Il y a enfin un cartouche systématique qui réunit sur la carte et sur la carte elle-même des statistiques sur le nombre de communes, donc une donnée civile, sur la population aussi de chaque diocèse. L'Atlas romain, lui, avait pour objectif de donner
à connaître la géographie des diocèses à l'échelle non pas seulement des États pontificaux ou de la péninsule italienne, mais à l'échelle mondiale, avec une planche générale par État, suivie de planches détaillées par sous-zones qui sont particulièrement nombreuses pour les États pontificaux et les deux Siciles qui restaient encore les plus denses en diocèse. Ici, le cadre territorial civil n'est mentionné qu'à l'échelle des États, sans autre subdivision sur les cartes de détail par zone. Vous en voyez une ici. Vous avez néanmoins les communes, le réseau viaire, le relief, qui permettent une localisation, mais le réseau des villages qui est présent sur l'atlas des deux Siciles disparaît ici. Les cartes, quoique pouvant sortir du même atelier, sont donc conçues cette fois comme un outil de gestion-localisation pensé à une échelle globale. Un jeu d'aplats de couleurs est mobilisé et non plus uniquement le contour coloré sur les limites pour rendre visible chaque province ecclésiastique divisée en diocèses ou chaque archevêché non métropolitain, ce qui marque qu'il y a bien là, cette fois-ci, l'élément central de la carte. D'autre part, l'analyse détaillée de telle ou telle carte rapprochée permet de valider le fait qu'elles sont bien à jour des dernières modifications territoriales. Elles constituent donc un instrument de gestion réalisé au plus près de l'institution et au plus près de ses sources. Il n'y a pas cette fois-ci de cartouche ni de légende sur la carte, mais après chaque planche, une notice par diocèse, notice historique, parfois culturelle, patrimoniale, ce sont des aspects qui n'étaient pas dans l'atlas des deux Siciles, et il y a aussi des indications administratives et pratiques, la mention des diocèses suffragants, le nombre de vicariats, le nombre de paroisses, le nombre d'âmes, alors que pour l'atlas des deux Siciles figuraient les provinces, les communes et la population, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quand le diocèse est à cheval sur deux États, les données sont ventilées pour chacun, mais c'est uniquement ce cadre civil, le cadre étatique, qui constitue c'est le seul cadre politique jugé vraiment pertinent et à faire apparaître. Fournissant un état des lieux très à jour, même s'il, va être vite périmé, ces 2 atlas montrent bien l'adaptation de la réponse à des attentes gestionnaires différenciées. Un État d'un côté, l'Église universelle de l'autre, qui ont besoin de cartes leur permettant de percevoir d'abord leur propre organisation territoriale bouleversée dans le demi-siècle écoulé. Le deuxième moment est un moment où, il ne se passe pas grand-chose du point de vue de la cartographie. C'est, le temps des initiatives, partielles et éparpillées dans les décennies centrales, du XXe siècle qui font, suite à une deuxième moitié du XIXe où je n'ai pas, repéré de carte autre que partielle là aussi. C'est un moment, où, il y a eu pourtant des, velléités de recomposition de la structure territoriale diocésaine pour réduire le nombre d'entités dans les années 1860 de la part, de l'État, dans les années 1900 de la part, de l'Église, avec les accords de Latran et le concordat allant de pair en 1929, mais qui, ne rendaient pas contraignante la modification de la carte des diocèses. Et à cette époque, les recompositions douces que peuvent constituer les petits échanges de territoires qui modifient les limites ou les changements de nom sont également rares. Quand des cartes de diocèses sont produites dans ces décennies, elles n'en concernent souvent qu'un seul ou qu'une seule province ecclésiastique. C'est une démarche particulière dont l'échelle rapprochée conduit régulièrement à
délimiter aussi, on n'avait pas dans les atlas généraux, délimiter aussi des circonscriptions intradiocésaines intermédiaires ou à suggérer leur existence par la localisation de leur chef-lieu. Je pense au vicariat, par exemple, ou aux paroisses. Mais il y a en général surcharge d'un fond de carte déjà existant et non pas création de la carte et de son fond pour l'occasion. L'éventail large d'entités territoriales jusqu'à la paroisse est également décliné, c'est ce qu'on voit à droite de mon image, euh, pour la production de cartes historiques qui restituent l'état des diocèses italiens au Moyen Âge, qui sont étudiés et qui sont édités par Studi et Testi à compter de 1932. Il s'agit certes d'une entreprise qui vise de nouveau une cartographie globale, même si elle met longtemps à être achevée, mais c'est le passé que l'on regarde. Dans les deux cas, pour les cartes individuelles de diocèse comme pour les cartes historiques, il y a un futur acteur important de l'opération de cartographie des diocèses italiens qui émerge, c'est la maison de cartographie De Agostini qui est à Milan, puis Rome, puis Novara, qui se constitue ainsi une expérience en la matière et sans doute un fonds documentaire qui plus tard sera essentiel pour des grands atlas dont je vais parler. Ponctuellement, hors du cercle des Agostini, des démarches de cartographie actualisées à l'échelle de l'Italie entière peuvent être repérées dans les années 1950-60, mais elles restent confidentielles. C'est l'époque où les modifications de diocèses se mettent à être, euh, enfin les modifications partielles de limites que vous avez représentées ici, se mettent à être plus régulièrement usitées comme substitut à des recompositions plus radicales. La conférence épiscopale italienne étudie aussi dans les années 1960, 64, 68 des possibilités de réduction du nombre de diocèses, mais le rapport rendu en 1968 n'est pas suivi des faits. Il y aurait eu la pression exercée par la démocratie chrétienne, craignant d'attiser la vigueur de l'opposition communiste en supprimant un certain nombre de diocèses. Dans ce contexte, un atlas de 21 planches a été réalisé par le Studio Artistico Cartografico San Marco de Florence vers 1950, mais il n'y a pas de date de publication, donc ça n'est pas une publication qui répond à toutes les exigences de l'édition et il est quasiment introuvable. D'autre part, Giuseppe Brunetta, sociologue du religieux, qui se pose alors comme acteur et médiateur de premier plan dans l'étude de l'organisation territoriale diocésaine et dans l'étude de sa possible réorganisation, publie en 1967 dans une revue jésuite une carte que vous avez ici au centre de l'image qui anticipe, qui est un état des lieux, mais qui anticipe la fusion possible de diocèses. En fait, il n'en fait qu'un quand ils sont réunis en mode personnel. Mais cette carte, elle semble bien avoir été réalisée à la main à partir d'un simple système de calque. La troisième époque, c'est celle des années 1990 qui accompagne la grande recomposition de 1986. C'est une phase qui donc est liée à cette réduction drastique. Là, je vous ai mis un extrait de la carte à laquelle j'arrive par production géomatique de toutes les recompositions. C'est une mise en application des modalités du nouveau concordat de 1984 qui conférait au diocèse à la place des menses la personnalité juridique et un délai limité était donné pour déclarer la nouvelle liste, enfin la liste des nouveaux diocèses qui seraient entités juridiques et dont souvent les contours ont entériné simplement le rapprochement
qui avaient été anticipées par des unions personnelles. C'est ce qui aurait joué pour contenir les résistances. En 1996, il y a un premier atlas qui fait un état des lieux, 48 pages, publié par Blumet avec le concours de l'Istituto de Agostini, mais, mais très peu de temps après, il y a le grand atlas qui va désormais faire référence, commandé par la conférence épiscopale italienne, toujours avec les mêmes prestataires, il paraît en l'an 2000. Dans la présentation qu'il en fait, le cardinal Camillo Ruini revient sur la réforme de 1986 et surtout sur la difficulté qu'avaient les acteurs de l'Église, mais aussi de l'administration, au quotidien à composer avec les différences entre limites civiles, de province en particulier, et limites ecclésiastiques. Cet atlas n'est donc pas juste un état des lieux après une grande recomposition, il est un outil de médiation pour s'y retrouver au milieu des discordances entre géographie religieuse et civile. Dans cette perspective, l'atlas se rapproche davantage, dans la conception de ses cartes, de celle de l'atlas des deux Siciles que de l'atlas romain de 1858 ou de certaines des cartes partielles de la première moitié du XXe. En effet, si les sièges de diocèses ou de paroisses sont indiqués, de même que les monastères et abbayes, d'autres sanctuaires, hem, ils ont des polices spécifiques. Les territoires diocésains sont également clairement identifiés avec des aplats de couleurs comme vous le voyez ici sur l'extrait d'une des doubles pans, des double planche. Il n'y a pas que cela. Et sur le fond de carte, on le voit à travers la légende, il y a également les circonscriptions civiles, des équipements, des infrastructures et même des curiosités touristico-patrimoniales et pas spécifiquement religieuses. Pour chaque région ecclésiastique, il y a un petit texte introductif sur la page de présentation qui mentionne les régions administratives entre lesquelles est distribuée la région ecclésiastique. Et il y a une nomenclature que vous voyez dans le bas de la page qui distribue chaque diocèse par province civile de rattachement. D'autre part, il y a des vues de cathédrales qui ajoutent une dimension de sensibilisation patrimoniale, le jeu de cartes et à la fin, 2 index qui cumulent à échelle fine appartenance civile et religieuse, index des communes avec diocèse d'appartenance et coordonnées sur la carte correspondante et index des paroisses avec commune d'appartenance et adresse. Ces index achèvent donc d'afficher le caractère d'instrument usuel conféré à l'atlas. Et nous arrivons maintenant à la quatrième période de cartographie, après 2019, le basculement vers la géomatique. Cette phase démarre à l'issue du nouveau processus lancé par le pape François à son arrivée. Quand il arrive, il indique son désir de recomposer de façon radicale la carte diocésaine. Et donc, pendant quelques années, les options sont étudiées et finalement, en 2019, c'est plutôt le choix d'une évolution progressive qui s'impose en usant au maximum de périodes de transition avec des unions personnelles, un même évêque étant évêque de plusieurs diocèses. Dans cette perspective, l'atlas géomatique qui se met à prendre forme ne se situe pas après
la transformation comme plusieurs autres, mais cette fois-ci, possiblement, en amont, comme, la carte informelle de Brunetta de 1967, faite, à la main. On peut se dire que ce type d'atlas géomatique pourrait aider, à un ajustement au fil de l'eau, des, projets, non pas de fusion directement, mais des projets de rapprochement selon les opportunités, pour confier des diocèses voisins à un même évêque. Et donc c'est en 2019 que la conférence épiscopale italienne, et plus particulièrement en son sein, le Bureau national pour les biens culturels et édifices du culte, ont lancé, le programme, Confini delle Diocesi Italiane, qui recourt cette fois à la géomatique. Un partenariat scientifique a été noué pour cela avec le département d'architecture de l'université de Bologne, et c'est pour cela que l'expérimentation a concerné la région ecclésiastique Émilie-Romagne. Elle a servi de test pour géoréférencer les limites des entités ecclésiales, les diocèses, les archidiocèses, et les limites des provinces civiles, avec aussi, comme vous le voyez, un système de symboles permettant de connaître le caractère actif ou non du diocèse, non quand il a été supprimé, croisé avec un système de couleurs indiquant l'année de création des diocèses. C'est une cartographie à nouveau frais, qui a donc été imaginée ici, avec fourniture de données par chaque diocèse aux géomaticiens, soumission de la première ébauche, puis retour pour correction. Le géoréférencement des limites diocésaines, il semble avoir été achevé, et une euh, nouvelle phase a l'air de s'être mise en route. Je ne suis pas en rapport direct avec les responsables du projet, donc je m'appuie sur ce que j'ai pu glaner comme indication sur Internet. Donc une nouvelle phase a l'air de s'être mise en route pour nourrir cette fois-ci une base de données des limites de paroisse, avec une convention concernant l'archidiocèse de Gênes et la faculté d'architecture de la ville, pour confier la réalisation des tracés vectorisés à des doctorants. La révolution opérée ici, elle est significative avec ce changement d'outil. Là où les atlas papier étaient immédiatement obsolètes, la géomatique permet des mises à jour continues, des corrections, un archivage aussi des états successifs de la cartographie. Là où le papier, supposé pour opérer des comparaisons avec d'autres données cartographiées, de procéder par des systèmes de calque souvent approximatifs, ou supposé de générer autant de nouvelles productions qui pouvaient être longues à finaliser que de comparaisons à opérer, la géomatique, elle permet l'interopérabilité avec d'autres bases de données, le croisement fluide de données multiples avec celles qui sont propres à la cartographie ecclésiastique. Les données démographiques et patrimoniales et culturelles ont été les premières à être évoquées, mais plus récemment, les ressources en matière d'identification de risques naturels pour les édifices à valeur patrimoniale a également été mises en avant. L'objectif gestionnaire est toujours là, comme finalité de l'opération cartographique pour l'institution ecclésiale, mais la géomatique accentue la possibilité d'en user comme d'un outil prospectif, en permettant de préciser les diagnostics et d'établir à partir de là plusieurs scénarios. Et même si ce sont des éléments de gestion, notamment du patrimoine culturel, qui ont d'abord été évoqués, euh, je n'imagine pas que ça ne puisse pas être utilisé effectivement pour envisager la gestion de rapprochement à terme. Sachant que la politique de réduction est engagée. Cette approche géomatique, on pourra en parler dans la discussion, mais je vois que j'atteins presque
ma demi-heure, je voulais juste esquisser l'idée que c'est ce que j'avais initialement, pensé faire. Elle, peut être également, un outil, au service de programmes, de recherche qui ne, cherchent pas uniquement la localisation, mais également, la mise en lumière de certaines dynamiques. Heu, je peux donc constater à l'issue de ce tour d'horizon des, phases de production d'atlas généraux. Premièrement, le poids du contexte institutionnel ecclésial qui décide des moments et des modalités de recomposition en négociant avec les résistances effectives ou anticipées, suspectées. Puisque nous voyons que les phases de production d'atlas généraux non confidentiels, elles correspondent aussi à des moments de bascule et donc ces productions d'atlas constituent des bilans après la forte recomposition, même pour un État comme les deux Siciles. Deuxièmement, je constate le poids des contraintes matérielles, avec l'externalisation de la réalisation technique. On fait appel à un commanditaire. Ça fait que, le recours prospectif à la carte, il est rare tellement, avant la géomatique, il y avait une lourdeur, beaucoup de temps, de réalisation technique, ce qui nous donnait plutôt dans les phases de prospective, des cartes faites à la main, à l'image de celles, de Brunetta. Et enfin, je constate le poids, des structures territoriales et politiques, héritées. L'Italie, ça n'est pas seulement un pays avec beaucoup plus de diocèses qu'ailleurs, c'est aussi un pays où, et la France est tout à fait en contraste avec cet exemple-là, où limites civiles et limites ecclésiastiques sont en discordance complète, et on est frappé par le fait qu'à plusieurs reprises, c'est cette question-là, et en particulier aussi encore en 2000, qui est mise en avant dans l'utilité, le besoin affiché d'un atlas pour arriver à gérer au quotidien la discordance de ces limites. Voilà, je vous remercie.